Docteur Elias Sachamouk, bonjour. Bonjour. Alors la santé, une question de souveraineté. La pandémie du Covid-19 a dévoilé toutes les carences et les défaillances à travers le monde du système de santé, aussi en Algérie. La prévention, par conséquent, est devenue l'axe primordial dans notre système de santé. Oui, aujourd'hui et surtout après cette pandémie, dont on voit les prémices de la fin, mais qu'on vit toujours avec. Et elle nous a donné la plus grande leçon sur la prévention, qui reste un thème très important, que ce soit pour les maladies transmissibles et même pour les maladies non transmissibles aussi. Mais pour renforcer cette prévention, faut-il créer des pôles de contrôle et de surveillance à travers les régions et localités frontalières pour la surveillance de l'évolution de certaines pandémies qui pourraient réémerger, comme par exemple le paludisme? Oui, exactement. L'Algérie est un pays continent et à l'instar de grandes puissances telles que la Chine ou les États-Unis, il y a l'exemple du CDC d'Atlanta qui a une réputation mondiale. Il faut qu'il y ait, à mon avis, une cellule de veille qui soit nationale, avec des sentinelles partout dans les régions, parce qu'il faut rappeler que l'Algérie, avec sa superficie, elle a différentes régions, différents climats, différents dangers, et puis il y a beaucoup de portails. On a le portail du Sahel, mais on a aussi le portail de la Méditerranée. Je vous donne quelques exemples. Sur la côte algérienne, on a ce qu'on appelle, par exemple, la fièvre boutonneuse méditerranéenne. C'est une maladie qui est méditerranéenne, donc on n'en trouve pas dans le sud algérien. Par contre, dans le sud algérien, notamment l'extrême sud, on a des dangers tels que le paludisme. Il faut rappeler que l'Algérie était un pays de paludisme il y a 150 ans, mais maintenant on a de plus en plus de cas importés de paludisme. Il y a d'autres maladies tropicales qu'on connaît très peu, et une cellule de veille comme celle-là qui doit, prévenir, c'est-à-dire surveiller, mais aussi agir en cas de crise sanitaire. Mais quelles sont les maladies réémergentes auxquelles on pourrait à l'avenir être exposé, puisque pour le paludisme, il y a des cas qui ont apparu récemment, même en hiver. Docteur Elias Sachamouk. Oui, nous à Tamanrasset, on reçoit beaucoup de cas de paludisme chaque année. Vous avez lancé une alerte sur les réseaux sociaux? Oui, ce qui est nouveau et ce qui est inhabituel, c'est qu'on reçoit même des cas en plein hiver, ce qui n'était pas le cas les années dernières. Actuellement, en 14 jours, on a quand même reçu plus de 20 cas de paludisme. Je parle de janvier 2023. L'année dernière, le seul hôpital de Tamanrasset, qui est un petit EPH, a reçu 868 cas de paludisme. Certes, tous importés, mais qui constituent quand même un fardeau à prendre en charge. Heureusement qu'on a eu que 2 décès, parce qu'on a quand même un peu d'expérience, mais il faut rappeler qu'il y a d'autres maladies tropicales. Il y a 3 jours, l'Ouganda a déclaré la fin d'une épidémie d'Ebola. C'est-à-dire, c'est pas très loin. Il y a le choléra qui sévit au Niger et au Nigeria, donc très proche de l'Algérie, mais aussi au Liban, malheureusement à cause de la situation économique. Donc, aucun pays n'est à l'abri. On a connu quelques cas à Blida, si vous vous rappelez, il y a quelques années, du choléra. Il y a la variole du singe, qu'on a tendance à oublier, mais qui sévit toujours, et c'est une maladie qui est réémergente. Et puis, sans parler de l'épidémie de la grippe saisonnière, qui fait des ravages actuellement. De la Covid-19 qui, avec ce nouveau variant qu'on a quand même pu contenir grâce à la vaccination, mais on est toujours pas à l'abri d'un nouveau variant qui peut être plus dangereux. Donc vous voyez que grâce aux moyens de transport, notamment l'avion, maintenant le monde est devenu un village et chaque maladie en quelques semaines elle peut se propager. Mais je rappelle surtout qu'on est un pays africain, on a tendance à l'oublier, qu'on a des frontières avec le Niger, avec le Mali, on est très proche des pays du Sahel. Il y a beaucoup de maladies tropicales qui sévissent, donc il faut s'y préparer dès maintenant. Je rappelle juste qu'une maladie qui est très peu connue en Algérie, c'est la fièvre de la vallée du Rift, que peu de gens connaissent, c'est une maladie du cheptel, parce que quand on rappelle le risque sanitaire, il y a le risque sanitaire humain, animal, mais aussi végétal. C'est une maladie du cheptel qui a sévi à Tintabaradine, c'est une ville du Niger qui est loin de Tamanrasset de 1300 km, donc qui est plus proche de Tamanrasset que d'Alger. Donc, il faut y penser dès maintenant, il faut se préparer parce qu'il y a des maladies, comme vous l'avez dit, émergentes, mais aussi des maladies qui réémergent, qui peuvent revenir, comme la lèpre aussi, qui existe dans quelques pays, donc il faut se préparer dès maintenant. Mais justement, par rapport à l'alerte que vous avez lancée concernant le paludisme, vous avez parlé de 20 cas importés au mois de janvier. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est le fait que ces cas apparaissent en plein hiver? Oui, parce que... Même si on n'a pas eu d'hiver. Oui, mais c'est des cas importés, donc c'est des cas qui viennent généralement du Niger et du Mali.
Au Niger et au Mali, c'est des maladies saisonnières qui sévissent généralement entre le mois d'août et le mois de novembre. C'est la saison de pluie dans les zones du Sahel. Et chaque année, on a des cas, on a des pics pendant cette période-là, donc de août à novembre. On a eu même un pic à Tamanrasset de 62 cas en 24 heures. Mais généralement, c'est le mois d'août et septembre. Et pendant la période hivernale, généralement, ça se calme. On a quelques cas. Là, malheureusement, on a une augmentation du nombre de cas. Et faut pas oublier les changements environnementaux, tout ce qui est réchauffement climatique, etc., qui ont tendance à modifier l'épidémiologie dans les pays voisins. Et l'Algérie, bien sûr, elle sera impactée par ces changements. Mais que faut-il renforcer la vaccination au niveau de ces localités, particulièrement ? Il faudrait premièrement sensibiliser, parce qu'on a tendance à oublier pour surtout... les cas de déplacement. Exactement. Tout voyageur doit faire une consultation pré-voyage avec des conseils, parce qu'il n'y a pas que le paludisme, il y a le VIH, il y a les hépatites, il y a toutes les maladies à transmission hydrique dans ces pays-là. Donc il faudrait qu'il y ait une consultation pré-voyage avec peut-être un traitement contre le paludisme, peut-être un vaccin contre la fièvre jaune, des conseils généraux. Et aussi, quand on revient de ces pays-là, surtout des pays du Sahel, si on fait de la fièvre, il faut consulter rapidement. Et il faut dire aux médecins, notamment dans le nord du pays, qui ont tendance à oublier ce genre de maladie, il faut leur dire, voilà, j'ai voyagé dans tel pays, je reviens, je fais de la fièvre. Comme ça, on va faire un diagnostic rapide et une prise en charge rapide. Mais quand on dit aujourd'hui, par exemple, renforcer la prévention, la sensibilisation, également auprès des voyageurs, est-ce qu'il faudrait reformer de cadre, c'est-à-dire de la santé sur ces maladies qui réémergent? Absolument. Parce qu'on a tendance à les oublier un peu parce qu'ils n'existent plus pratiquement dans notre pays. Oui, on a même tendance à appeler les habitants des autres pays les Africains, hein, parce que parfois on oublie qu'on est un pays africain et bien enraciné en Afrique. Faut pas oublier aussi l'ouverture économique vers les pays du Sahel. L'Afrique et les autres régions. Et voilà, exactement, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Et il faudrait se préparer sur la prise en charge sanitaire, parce qu'il y a des voyageurs, il y a des transports de marchandises. Faut pas oublier qu'il y aura des changements comme le moustique tigre qui s'est installé sur la côte algérienne, ça c'est nouveau. Et mais il y aura peut-être d'autres maladies qui sont véhiculées par ce moustique. Il faut se préparer dès maintenant. Il faut sensibiliser la population, mais aussi reformer le personnel de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les paramédicaux, à tous ces dangers. Mais quand on parle de contrôle et de surveillance, que faut-il exactement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on parle de grands pôles sanitaires au niveau de ces localités? Que faut-il également? Alors, premièrement, faire le travail de sensibilisation, d'informer, parce que c'est la première arme de lutte. Mais deuxièmement, avoir les moyens techniques, les moyens financiers pour faire le diagnostic. On peut pas se permettre, par exemple, si on a un cas, une suspicion de choléra à Tamanrasset, d'envoyer des prélèvements à l'Institut Pasteur à Alger pour avoir le diagnostic, pour agir. Il faudrait avoir les moyens sur place, avoir des annexes de l'Institut Pasteur, partout en Algérie, surtout dans les zones frontalières, pour faire le diagnostic rapidement, pour isoler rapidement. Parce que, je vous donne un exemple, en Chine, ils ont des centres de contrôle dans chaque daïra, c'est-à-dire nos daïras, et il faut déclarer tout symptôme inhabituel au bout de 24 heures. Parce que c'est très important de contenir l'épidémie au départ. Donc c'est le plus important, c'est d'informer, de sensibiliser, aussi d'avoir des médecins spécialistes, bien sûr, des techniciens qualifiés, mais avoir les moyens financiers et techniques sur place et ne pas dépendre toujours d'avoir cette centralisation qui nous bloque pour la prise en charge. Bien sûr, pour agir vite, il faut la numérisation impérativement pour pouvoir informer et prendre les dispositions qui s'imposent, puisque la numérisation du secteur de la santé, c'est une question qui est actuellement à l'ordre du jour au niveau du département de la santé. Oui, c'est une priorité absolue. Et ce qui est rassurant maintenant, c'est la présence d'une vraie volonté politique, parce que c'est le plus important. Exprimée au plus haut niveau par le président de la République. Et ça, c'est le plus important. Donc je pense que la machine est lancée. Qui est en train de bousculer son gouvernement. Oui, Inch'Allah. Surtout avec un pays grand comme l'Algérie, il faudrait numériser tous les secteurs, mais particulièrement le secteur de la santé. On a commencé déjà il y a quelques années avec la télémédecine. Nous, on a une expérience à Tamanrasset. On a un réseau avec le CHU de Tizi Ouzou et avec le CHU de Mustapha Bacha. On a des consultations en direct avec des professeurs, d'éminents professeurs. Il y a aussi la formation médicale faite au biais de cette télémédecine. Mais il faut généraliser ça surtout dans les régions frontalières comme Ingzam, Tinzawatin, Borjbaji Mokhtar, parce que parfois il n'y a pas de médecin spécialiste. Si on a cette télémédecine, par exemple, ça permet au moins d'orienter le médecin généraliste sur place. Il y a le dossier patient.
parce que ça peut se partager en temps réel entre tout le personnel de la santé. Comme ça, on aura une meilleure communication entre les structures de santé. On a vu dans le cas du Covid, surtout à Alger, on a vu des hôpitaux vides et on a eu des hôpitaux qui étaient pleins à craquer. Il faudrait avoir une meilleure communication pour orienter le patient selon son cas et selon sa proximité. Et il faut pas oublier, le plus important, c'est la gestion des médicaments, la gestion des vaccins, parce que parfois, avec un manque de communication, on a un déséquilibre entre les stocks, entre les hôpitaux. On a des hôpitaux avec des médicaments qui se périment, et on a des hôpitaux avec une pénurie. Donc, ça améliorera la gestion de ces stocks. Mais justement, avec les spécificités et les particularités de ces régions frontalières, parce qu'on peut parler de Tamanrasset, comme on peut parler de Tinsawatin aujourd'hui, comme on peut parler de Timiaouine, Ingzem et Ain Salah, faut-il une université de médecine au niveau de Tamanrasset pour prendre en charge les spécificités de ces régions frontalières? Et formé particulièrement par rapport aux spécificités de ces régions frontalières. Pas seulement, hein, mais entre autres. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de faire une université dans chaque ville. Je pense que c'est improductif. Pas chaque ville, mais pour Tamanrasset au niveau du sud. Mais il faudrait voir l'objectif et le bénéfice de devoir créer, parce qu'il faut rappeler que la wilaya Tamanrasset, qui est aussi grande que la France, n'a que 250 000 habitants. Donc, pour moi, le plus important actuellement, c'est d'avoir... Oui, mais elle pourrait rassembler les étudiants des autres régions. Sauf que... Timiaouine, Tinsawatin et les autres localités. C'est 700 km de distance. Pour moi, on a... Mais ils viennent vers Alger. Oui, mais on a tendance... Ils vont vers d'autres localités. Mais c'est là, aussi long. Oui, je suis d'accord, mais le plus important, c'est d'améliorer la prise en charge du patient. C'est ce que demandent les habitants du Grand Sud, c'est avoir... une prise en charge optimale qu'on trouve à Alger, qu'on doit trouver à Tamanrasset. Je parle de la prise en charge médicale, je parle pas de la formation scientifique. Maintenant, on peut ne pas avoir une université, mais former selon la spécificité de la région. Par exemple, disons que à Biskra, on a la leishmaniose cutanée, de bien former les médecins généralistes, de bien former les médecins spécialistes, sans avoir une université. Maintenant, l'Algérie va se développer, et bien sûr, il faut développer le réseau universitaire partout en Algérie, mais je pense que la priorité en ce moment, c'est d'améliorer les moyens de prise en charge des patients, parce qu'on est un peu en retard. Moi, j'ai fait on a fait une mission l'année dernière à Tinsawatin, et on a vu des patients qui ont vu un médecin spécialiste pour la première fois depuis l'indépendance. Donc je pense qu'il y a des priorités, c'est de faire des missions médicales, d'améliorer la prise en charge, de donner les moyens techniques pour que ces patients-là ne se déplacent pas à Alger, à Constantine, à Oran. Et puis, pourquoi pas dans l'avenir, créer des pôles universitaires, mais une université ou une faculté de médecine, c'est quand même un grand projet, il faut bien l'étudier. Mais justement, quand vous parlez de ces missions médicales, est-ce qu'elles pourraient se substituer justement au service civil qui n'est pas très apprécié aujourd'hui, le service civil, et qui n'a pas donné les résultats escomptés? Oui, le service civil n'est pas une solution. Les déserts médicaux, ça existe partout dans le monde. Même en France, il y a des déserts médicaux où il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de spécialistes, il n'y a même pas de généralistes. Ils sont en train de courtiser les nôtres. Oui, et c'est pour ça qu'ils recrutent à tort et à travers. Et à travers le monde? À travers le monde et surtout au Maghreb, malheureusement. La solution maintenant, c'est donner les moyens, c'est donner des garanties aux médecins généralistes, spécialistes, privés et publics. Pourquoi pas donner c'est-à-dire favoriser l'installation des médecins privés, des cliniques privées dans le sud algérien, et puis aussi donner les moyens. Il y a aussi parfois des décisions politiques qui sont un peu absurdes. Je vous donne un exemple. La durée du service civil à Al-Rawat, c'est 1 année. La durée du service civil à Tamanrasset, c'est 1 année. Donc quelqu'un qui habite à Alger, est-ce qu'il va se déplacer à Tamanrasset ou à Al-Rawat? En sachant que le médecin paye 100% son billet d'avion, contrairement à beaucoup de fonctions. Donc c'est des petits détails qui peuvent donner envie aux médecins de venir dans le sud, dans les grands plateaux, mais aussi de s'installer pendant des années. Il faut donner les moyens. La même chose, on les voit dans les pays développés où en France, le salaire n'est pas égal et les prestations ne sont pas égales. Alors, docteur Elias Akhamouk, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à notre système de santé au niveau de ces régions extrêmement importantes pour l'avenir, bien sûr, et le devenir des populations. Je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qui concerne justement le système de santé. Le président de la République, il a ordonné un état des lieux sur les hôpitaux publics. Comment considérer aujourd'hui la situation au niveau de ces hôpitaux? Puisque vous faites partie justement de l'hôpital de...
C'est Tamanrasset. c'est très compliqué parce qu'il y a une grande disparité. C'est pour ça que Monsieur le Président de la République a envoyé des missions d'inspection parce que au sein d'une même wilaya, on va trouver déjà un déséquilibre, on va trouver des hôpitaux avec des situations complètement différentes. Il faut mettre fin à ces disparités. Oui, et la numérisation, c'est une de ces solutions pour savoir quel hôpital travaille concrètement, quel hôpital a les moyens et quel hôpital ne travaille moins ou il faut qu'il y ait des modifications. Il ne faut pas faire une réforme nationale. Ça, Il c'est faut pas une possible. obligation de résultat. Oui, il faut suivre les résultats selon les moyens donnés. Il faut modifier les budgets selon l'activité. On trouve par exemple des petits hôpitaux dans le nord du pays avec 17 chirurgiens viscéralistes et on trouve un hôpital à l'extrême sud avec 2 ou 3 chirurgiens qui travaillent toute l'année. Donc il faut créer cet équilibre qui n'est pas possible à 100%, mais il faut en premier faire un état des lieux pour prendre des décisions franches et je salue quand même cette décision. Avec la numérisation aussi, ce sera un peu plus clair pour gérer ce secteur. Il y aura plus de visibilité. Quand vous parlez des moyens, vous faites référence essentiellement à la ressource humaine. Oui, c'est le plus important. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à Tamanrasset et c'est grâce au facteur humain qu'on avance sur le facteur technique parce que ça sert à rien d'avoir le meilleur scanner quand on n'a pas de radiologue. Le facteur humain, c'est la locomotive. Quand on a un bon médecin spécialiste qui veut s'installer dans une région et qui demande les moyens, il peut travailler et même améliorer la situation. Je vous donne un exemple. J'ai un collègue que je salue, c'est Dr Touet, qui s'est installé à Tamanrasset en 2014 et c'est grâce à lui qu'on a ouvert une unité de chimiothérapie. Avant 2014, les patients allaient chaque 21 jours à Alger se faire une dose de chimiothérapie avec tous les effets secondaires que vous connaissez. Et grâce à lui, en 2015, au directeur de l'établissement, on a ouvert une unité de chimiothérapie et actuellement, on fait la chimiothérapie à Tamanrasset et j'espère dans un avenir proche d'avoir un centre anti-cancer à Tamanrasset. Comme ça, même les patients qui sont candidats à la radiothérapie ne vont pas faire Ouergla, ne vont pas faire Adrar. Et c'est comme ça, c'est pour ça que pour moi, le facteur humain, c'est le plus important. Et quand on gagne le facteur humain, on peut après développer sur le côté matériel. Alors, par rapport à cette question, le facteur humain aujourd'hui, docteur Elias Aramour, faut-il le régler impérativement dans les plus brefs délais? Parce qu'on a vu que quand même le service civil n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce qu'il faudrait lancer une réflexion de telle sorte à trouver des solutions définitives et non plus des solutions temporaires? Oui, parce que le service civil était censé être une solution temporaire dans les années 80. Là, la démographie a changé, le pays a changé. Il faut trouver une solution. On a plus de médecins formés au niveau des universités. Oui, et on en perd beaucoup chaque année, malheureusement. Et en leur donnant les moyens, les pousser, les encourager à s'installer dans le sud, dans les hauts plateaux. Et il faut pas oublier le côté privé aussi. C'est très important. Si on donne pas des avantages fiscaux, par exemple, si on veut créer une supérette, comment créer une clinique médicale, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'encouragement. Il faut toujours encourager le côté privé parce que ça va de soi dans les pays développés. Il faut encourager le privé au niveau de ces localités. Oui, parce que je vous donne un exemple. Nous, à Tamanrasset, c'est une grande ville et qui a un énorme potentiel. On a 0 clinique privée. On a des cabinets, mais on n'a pas de clinique privée. Et c'est dommage parce que les gens se déplacent jusqu'à Aloued, qui est un exemple sur le plan national, sur le plan surtout au niveau du sud algérien, avec ses structures étatiques et ses structures privées. Donc ça va de soi. Et la coopération aussi avec des étrangers. Et bien sûr, il y a le jumelage qui marche très bien. Chez nous à Tamanrasset, par exemple, on a un jumelage avec le CHU de Tizi Ouzou, avec le CHU de Zmirli. Et il y a des professeurs, d'éminents professeurs qui viennent opérer des cas très très difficiles, notamment en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie viscérale, et qui nous aident par rapport à la prise en charge de ces patients qui ne doivent pas se déplacer 2000 km pour une intervention chirurgicale. Et pourquoi pas à l'avenir, surtout avec le nouvel hôpital algéro-qatari allemand aussi, de prendre en charge et d'éviter les transferts vers l'étranger. Et c'est toujours un bonus pour un patient d'avoir sa famille à côté et de ne pas se déplacer à l'étranger. Donc il faut trouver plusieurs leviers
pour améliorer la santé, que ce soit au nord ou au sud du pays. Et puis, il y a des cas de réussite en matière de coopération étrangère avec les Cubains, justement, au niveau de certaines localités, comme par exemple Radaya. Je voudrais revenir aussi avec vous sur l'aspect de ce jumelage qui permet aujourd'hui de soigner les Algériens là où ils se trouvent. Mais quand on parle un peu de l'apparition de certaines pandémies, la propagation pourrait vite se faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, docteur Elias Arhamou? Est-ce qu'il faudrait renforcer aussi la vaccination des enfants et s'assurer que le carnet vaccinal a été bien respecté? Oui, l'Algérie... Parce qu'avec la vaccination, ces maladies ont totalement disparu. Oui, on a un peu la mémoire courte malheureusement, mais juste après l'indépendance, il y avait beaucoup de cas de polio, de diphtérie, de tétanos en Algérie, et on a vaincu ça grâce à la vaccination, surtout avec un système qui a été vraiment rigoureux. On a un très bon système. On est un exemple en Afrique par rapport à la vaccination infantile. Qui commence déjà dès le jeune âge et au niveau des établissements scolaires également. Dès la naissance. Mais parfois, il y a un peu de complotisme, un peu de rumeurs. On a payé très cher, notamment avec la rougeole, il y a 3 ou 4 ans. Il y a eu beaucoup de rumeurs. En 2018. Exact. Où les parents ont arrêté un peu la vaccination chez leurs enfants et on l'a payé très cher. Une année après, on a eu une épidémie de rougeole, notamment dans le sud du pays. Avec des fake news sur les conséquences malheureusement, que ce soit pour le Covid ou pour la rougeole. Faut pas oublier qu'au Niger et au Mali, où il y a beaucoup de cas de rougeole, et nous à Tamanrasset, on a fait une campagne pour prévenir nos enfants, mais aussi les enfants qui viennent, qui émigrent chez nous. Donc c'est très important de réactiver. Il y a beaucoup de cas de polio, je l'ai dit il y a quelques minutes, au Niger et au Nigeria. Donc il faut se prévenir en Algérie parce que ce genre de maladie a tendance à dormir pendant des décennies et puis à réapparaître. Donc il ne faut pas baisser la garde. Il faut respecter le calendrier vaccinal algérien. Même principe pour les milliers de migrants qui transitent par notre pays. Oui, au niveau de ces régions particulièrement. Bien sûr, il bénéficie d'une assistance médicale pour l'accouchement. Moi, je vous donne un exemple parce qu'à Tamanrasset, on a un système de santé très généreux. Oui, et universel et gratuit. Et ça, c'est une ligne rouge de l'État algérien. Je vous donne un exemple. Moi, on a un centre de référence VIH-Sida à Tamanrasset qui s'occupe de l'extrême sud. Et un tiers de mes patients sont des étrangers. J'ai 13 nationalités qui bénéficient de consultations, d'analyses gratuites, mais aussi du médicament. Et ça fait partie, d'un geste humanitaire algérien, mais aussi de la prévention des Algériens contre ce genre de maladie. Et puis, une femme enceinte étrangère qui met au monde un bébé. Ce bébé, bien sûr, il bénéficie du programme national de vaccination. C'est une protection pour lui, mais aussi pour les citoyens algériens. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport justement à cette réforme qui est en cours de notre système de santé pour le rendre beaucoup plus perfectible. Aujourd'hui, on est en train d'envisager plusieurs alternatives pour assurer une santé de qualité, bien sûr avec la prise en charge médicale des malades, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan, bien sûr, des prestations et également des médicaments. Faut-il aller aussi vers le conventionnement hôpitaux, sécurité sociale? Faut-il l'impliquer également directement dans la prise en charge de certaines maladies qui sont extrêmement très très lourdes, puisque certaines maladies aujourd'hui sont prises en charge 100% par la sécurité sociale et remboursées 100% par la sécurité sociale, comme par exemple la dialyse et également les maladies cardiovasculaires. On n'a pas d'autre choix. Il faut que... Au niveau du privé. Oui, on n'a pas d'autre choix. Tout travailleur cotise et doit bénéficier d'une couverture sociale qui doit aider. Il faut rappeler que la médecine en Algérie, elle est gratuite. Mais il faut qu'il y ait un équilibre économique, surtout par rapport aux cotisations. Ça a commencé avec la dialyse, Dieu merci, parce qu'il y a beaucoup de patients qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens, mais aussi avec les accouchements dans les cliniques privées. Mais maintenant, il faut trouver ces cliniques privées et il faudrait passer à la vitesse supérieure, surtout pour les maladies rares, les maladies orphelines. Il y a quelques maladies qui coûtent des milliards pour chaque patient et il faut qu'il y ait un accompagnement social pour ces maladies. Donc, il faudrait élargir cette couverture à d'autres maladies, d'autant plus si on veut élever le niveau de la prise en charge du patient. Alors vous avez déjà déclaré par le passé que vous êtes dans une région à haut risque épidémiologique. Il faut prendre cela en conséquence par rapport à ce qui doit être fait au niveau de ces localités, docteur Arhamou. Oui, et on a pris de la confiance, mais avec la pandémie du Covid-19, on a appris que
on ne doit pas suivre les autres pays parce que chaque pays a ses particularités. On est en Algérie avec le comité scientifique de surveillance de cette pandémie. Et aucun pays n'est à l'abri d'une pandémie. Bien sûr, et chaque pays a ses caractéristiques. Nous, en Algérie, je vous donne un exemple. Quand il y a un pic épidémique à Alger, ça met à peu près 1 mois pour arriver à Tamanrasset. Donc, il faudrait prendre des dispositions différentes selon les régions. Ça se passe aussi, par exemple, en Chine, qui est un pays qui est 4 fois plus grand que l'Algérie et qui ont des différences climatiques, des différences régionales, des différences épidémiologiques. Donc, il faudrait qu'il y ait des décisions adaptées selon si on est à Tamanrasset, à Tindouf, à Adrar, à Batna, à Sétif, à Annaba. Il faudrait qu'il y ait une carte sanitaire adapté et pas considérer tout le monde dans le même niveau. Mais comment assurer une carte sanitaire à l'avenir qui assure des prestations de qualité à travers tout le territoire national et mettre fin à ces disparités que nous connaissons depuis quelque temps déjà? Je pense qu'il faudrait communiquer. C'est ce qu'on a fait dans les assises nationales il y a pile une année, qui ont été chapeautées directement par Monsieur le Président de la République. Il y a eu plusieurs propositions et l'une d'elles, c'était d'avoir une carte sanitaire adaptée. On peut pas mettre le même système sanitaire à Alger, avec 4 millions d'habitants et une petite superficie, le même système pour Tamanrasset qui a 250 000 habitants, mais avec une superficie comme la France. Il faut pas donner les mêmes moyens, faut pas donner, c'est-à-dire il faut pas qu'il y ait une carte standard dans toutes les wilayas. Il faudrait qu'il y ait un découpage sanitaire selon la superficie, selon les distances aussi, parce que vous savez... Prendre en considération le déplacement des populations aussi. Il y a des populations nomades. Donc on peut pas créer des hôpitaux mobiles. Des hôpitaux mobiles, des missions médicales, améliorer le jumelage, donner plus de moyens pour les jumelages, les missions médicales. Parfois, il y a des zones qui sont des zones d'ombre où il suffit d'avoir des missions médicales régulières sans créer des structures et avoir un déficit de médecins, mais avoir des missions médicales avec beaucoup de moyens, surtout avec l'avancée de la technologie médicale, tout ce qui est mobile, l'échographie mobile, la radio mobile, il y a même des scanners. Oui, il faut s'adapter selon la région, selon les besoins. On peut pas traiter le même patient. Pendant la période du Covid. Oui, et c'est pour ça que je vous ai dit. Il y a eu des équipes mobiles qui se sont déplacées à travers toutes les régions du pays. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit qu'avec la Covid, et sensibiliser la population. C'est l'une des leçons apprises avec la Covid, la télémédecine, le télétravail en Europe, mais aussi avoir un découpage sanitaire adapté pour notre pays. Alors aujourd'hui, vous avez aussi une autre spécificité où on parle bien sûr du tourisme exotique au niveau de cette région et vous avez l'exemple du New York Times qui vante aujourd'hui les potentialités touristiques du Tassili. Il faut prendre aussi ça en considération pour que l'Algérie devienne une véritable destination au niveau de ces localités. Bien sûr, le Tassili Najer qui est maintenant, et ça fait vraiment chaud au cœur, est classé, je pense, 22e au monde. C'est une fierté. C'est une grande fierté pour nous et première en Afrique. Et ça l'a toujours été, il faut le valoriser maintenant. Pour mes cousins du Tassili Najer, parce que moi je viens du Tassili du Hogar, c'est une grande fierté et ils ont de plus en plus de touristes. Ils ont une ligne directe Paris-Janet et il faut prendre ça en considération parce que les touristes cherchent toujours s'il y a des structures de santé, s'il y a une prise en charge médicale, une bonne couverture sanitaire. S'il y a une couverture. Certes, ils ont une assurance qui peut les déplacer en cas de pépin, mais il faut au moins des soins de base parce que, Inch'Allah, d'ici là, ça va être multiplié par 10 le nombre de touristes. Donc, il faut toujours avoir une couverture sanitaire minimale. Par 100, Inch'Allah. par 1000. Inch'Allah. Il faudrait avoir des touristes. Nous avons des potentialités extraordinaires dans notre pays. Nous avons le plus beau pays qui puisse exister. On en est fiers. Alors, docteur Elias Akhamouk, moi, je voudrais aborder aussi avec vous une autre question par rapport justement à la réémergence de certaines maladies. Vous avez lancé, bien sûr, une alerte sur le paludisme qui fait sa réapparition hors saison, en plein hiver. Est-ce qu'il faut aussi assurer la disponibilité des médicaments préventifs avant et après le voyage au niveau de certaines localités? Oui, que ce soit dans les grandes villes du Nord comme Alger, Oran, Constantine qui ont des vols internationaux avec les pays subsahariens, en n'oubliant pas que le paludisme existe en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, parce qu'on a tendance à l'oublier, donc c'est pour ça qu'il y ait... Il fait ses réapparitions même parfois dans des pays les plus développés. Oui, en Russie, ils ont eu des cas en Russie. Il y a 2 ans en France également. En France, en Camargue, ils ont des cas de paludisme. Même l'Algérie, c'était un pays de paludisme. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on voyage, peu importe la destination, de faire une consultation pré-voyage, parce qu'il y a des médecins qui sont spécialisés dans ça. Et selon votre destination, selon la durée du séjour,
on peut vous proposer un médicament, on peut vous proposer un vaccin et on va vous donner des conseils selon la destination. Parce qu'il n'y a pas que le paludisme, il y a la fièvre jaune, il y a d'autres arboviroses, il y a des maladies de transmission hydrique comme le choléra. Par exemple, en Inde, il y a beaucoup de typhoïde, de fièvre typhoïde. Donc il faut prendre ces considérations, il ne faut pas boire de l'eau du robinet, etc. Donc chaque destination, je vous donne un exemple. Pour le traitement contre le paludisme, on ne peut pas le prendre de manière préventive plus de 3 mois. Donc si je me déplace dans un pays africain plus de 3 mois, je ne vais pas prendre les médicaments. Ça sert à rien, mais je dois suivre beaucoup de conseils par rapport aux moustiques. Il faut se protéger par rapport aux moustiquaires, par rapport c'est-à-dire à toutes les règles hygiéno-diététiques pour éviter toute transmission, même d'autres maladies. Donc c'est important de consulter en prévoyage parce qu'on a tendance à négliger ça. Mais qui doit assurer ce travail au niveau des hôpitaux? Alors, il y a des pôles, par exemple à Al-Qattar, il y a un centre de vaccination international. À Tamanrasset, on a aussi un centre de vaccination international, mais il faudrait que ça soit généralisé pour les grandes villes, là où il y a des aéroports internationaux, mais aussi dans les zones frontalières, parce que c'est là où on voyage le plus. Parce que un monsieur ou une dame qui habite à Ingzam, il fait 50 km, il est au Niger. Donc il faudrait qu'il y ait des centres de vaccination à Ingzam, comme ça on va faciliter la tâche, parce qu'il ne va pas se déplacer à Tamanrasset pour prendre des médicaments pour revenir voyager au Niger. Et bien sûr, prévenir aussi les hommes d'affaires qui se déplacent énormément. Et je tiens à dire, si vous permettez, que l'Algérie a obtenu une certification de l'Organisation mondiale de la santé de l'élimination du paludisme, c'est-à-dire il n'y a pas de cas autochtones en Algérie, et ce genre de certification doit être médiatisé, parce qu'il y a beaucoup de pays qui vont prendre ça en considération par rapport à leurs touristes. Si on a une certification de l'élimination, on vient en Algérie avec un peu plus de sécurité. On n'essaye pas de faire peur, mais d'alerter. Bon. Alors aujourd'hui, l'aspect par exemple, le paramédical est devenu extrêmement important. On sait qu'il va y avoir, c'est-à-dire des postes budgétaires équivalents à 3 000 qui vont être débloqués au niveau du ministère de la Santé pour, bien sûr, le recrutement des aides-soignants. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une sorte de confusion par rapport à la formation. Pourtant, nous avons pratiquement une vingtaine d'écoles de formation des paramédicaux et d'infirmiers spécialisés. Entre le paramédical, c'est-à-dire les aides-soignants et les infirmiers, on ne forme plus les infirmiers spécialisés. Oui, et on ne forme plus aussi d'aides-soignants, parce que c'est très important. Mais les infirmiers spécialisés, oui, c'est l'équivalent pratiquement... Oui, au laboratoire, voilà. En radiologie, en anesthésie, dans tous les services, on a besoin... C'est eux qui prennent en charge le relais après, bien sûr, l'intervention des médecins. C'est le premier relais du patient. Celui qui reste avec le patient le plus, c'est l'infirmier. Mais pourquoi cette confusion, on ne forme plus d'infirmiers? Je pense qu'il y a un déséquilibre. Parce qu'il y a des écoles de formation, il y a des zones où il y a un surplus d'infirmiers, et il y a des zones où il n'y a pas d'infirmiers. Mais certains vous disent qu'il y a maintenant un manque d'infirmiers par rapport aux aides-soignants. C'est les aides-soignants qui se substituent aujourd'hui aux infirmiers. Oui, c'est une réalité. Alors qu'ils ne sont pas formés pour ça. Voilà. Alors qu'ils sont un aide-soignant. Il faudrait recadrer cette formation impérativement parce que les médecins et les chirurgiens, ils ont besoin d'infirmiers. Ils ont besoin d'infirmiers spécialisés. Les aides-soignants, c'est pour la prise en charge du malade. C'est pour la prise en charge générale. Voilà, c'est pour aider le patient par rapport à son hygiène, par rapport à son orientation, pour les premiers soins. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de garde malade. Malheureusement, normalement, il n'y a pas de garde malade. Normalement, c'est l'aide-soignant qui est le premier relais du patient. On peut donner des gardes malades, mais pour des cas exceptionnels, alors que maintenant, la tendance, c'est d'avoir un garde malade pour tous les malades parce que on n'a pas assez d'aides-soignants, ou bien l'aide-soignant, il ne s'occupe pas de sa fonction. Il faudrait qu'il y ait des aides-soignants pour assurer leur fonction de base, mais il faudrait avoir des infirmiers spécialisés en radiologie, en anesthésie, au laboratoire, et surtout dans le sud algérien, ils sont très très précieux, parce que parfois avec leur expérience, il aide un peu, même le médecin quand il arrive, il est nouveau, il leur aide avec leur expérience, avec leur vécu, parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences même en ce qui concerne les pathologies. Moi je vous donne un exemple, maintenant un médecin spécialiste en maladies infectieuses, quand il arrive à Tamanrasset, le généraliste, il est meilleur en paludisme parce qu'il a beaucoup d'expérience. L'infirmier, il est meilleur en paludisme parce qu'il a administré même les autres maladies, le malaria et les autres. Moi, je vous donne un exemple. L'artésunate, qui est un traitement qui a été introduit en 2014 en Algérie, on a été les premiers à l'utiliser à Tamanrasset, et nos infirmiers ont beaucoup plus d'expérience que les infirmiers du nord du pays. Donc, il faut revenir à cette base de former des aides-soignants pour leur fonction et des infirmiers spécialisés pour leur fonction aussi. Il faudrait recadrer justement cette formation paramédicale pour qu'il n'y ait pas piétinement des uns par rapport aux autres, parce qu'on a
tendance à penser quand on va dans les hôpitaux, c'est des infirmiers. Or que ce n'est pas le cas. Pas du tout, parce que l'oncologie, la préparation de la chimiothérapie, la surveillance des patients, le bloc opératoire... Ils sont formés par les professeurs. C'est pratiquement une formation annexe à celle dispensée aux médecins. Oui, parce que c'est très technique. Parce qu'on a tendance à dire infirmier, alors qu'il y a des infirmiers spécialisés dans la chimiothérapie, dans la prise en charge des malades oncologiques. Et qui peuvent secourir même les malades. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont cette expérience de voir un malade qui n'est pas bien. Ils ont la formation aussi. Aussi, il y a le côté technique et le côté expérience. Les aides-soignants, vous avez aussi, il y a eu une sorte de confusion à un moment donné. Même des personnes qui n'étaient pas formées pour être des aides-soignants se sont retrouvées dans le cadre des reconversions de postes à ce poste-là. Malheureusement, c'est le même cas pour les médecins spécialistes. Nous, à Tamanrasset, on n'a pas de cardiologue depuis 3 ans. Et c'est le médecin interniste qui fait fonction de cardiologue. Certes, il peut assurer la base, mais chaque spécialité a ses particularités. C'est la même chose pour les infirmiers, c'est la même chose pour les médecins. Il faut recadrer tout cela, un médecin généraliste, remettre de l'ordre. Il faut remettre dans le cadre justement du diagnostic exigé par le président de la République, l'état des lieux. Et former plus et à chacun donner ses propres prérogatives. Mais il faut remettre de l'ordre dans le cadre bien sûr de l'état des lieux exigé aujourd'hui par les présidents de la République pour assurer une santé de qualité, c'est l'objectif. C'est la première étape. Faire l'état des lieux, c'est très important. Après, il faut agir. Alors, agir, les moyens également, doter les hôpitaux des moyens adéquats, puisque aujourd'hui nous sommes dans un cadre de numérisation. L'évolution de la santé a connu quand même beaucoup de rebonds. Maintenant, par exemple, pour la chirurgie, pour certaines maladies, on n'ouvre plus le malade. Oui, il y a la célioscopie. Il y a des moyens modernes qui évitent aux patients un séjour plus long, des complications plus fréquentes. Il faut moderniser la santé. Il faut s'approcher le plus des standards internationaux. Alhamdoulilah, moi je le dis avec fierté, le niveau des médecins algériens est très élevé. Il est très courtisé. Et par ils sont les très Allemands, courtisés. Les Français, les Canadiens. Et maintenant, grâce à Internet, on s'informe plus, on se forme un peu plus, d'une manière meilleure. Donc il faut suivre cette évolution humaine avec une évolution technique. Oui. Alors, par rapport justement à l'aspect que vous avez abordé, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, certaines régions sont connues, elles sont à vocation agricole et d'élevage également. Il faut être extrêmement prudent, il faut aussi vacciner le cheptel. Oui, puisque le recensement est en cours au niveau du ministère de l'Agriculture. On a des zones d'élevage, que ce soit sur le plan mondial ou algérien, où il y a beaucoup de maladies comme la brucellose, qui est une maladie du cheptel, c'est une maladie zoonose qui touche l'animal et l'être humain. Il faudrait faire de la prévention animal pour faire de la prévention humaine. C'est pour ça que j'ai dit, il faut chaque spécificité, pour chaque région, il faut avoir un état des lieux et une prise en charge pour chaque région spécifique. Alors, des scanners souvent en panne, est-ce qu'il faut trouver une solution impérative à ce problème de la récurrence des pannes au niveau des hôpitaux par rapport au matériel utilisé? Docteur Elias Sahamour, à un moment donné, on avait parlé d'un office qui se chargerait éventuellement de la prise en charge de ces aspects-là. Oui, on a un peu tendance à oublier le côté réparateur, le côté technicien. Et ne plus, c'est-à-dire exposer les hôpitaux à des procédures administratives comme le code des marchés publics. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de particularités de la santé. Il faut que ça soit allégé, parce que parfois on a des urgences médicales. Et il faut suivre, il ne faut pas acheter un scanner sans faire un suivi de garantie, de formation de techniciens, ce qu'on appelle des techniciens de santé, tout ce qui est biotechnicien, parce qu'il n'y a pas que les scanners, il y a beaucoup de matériel très technique, les microscopes électroniques, tout ce qui est IRM, tout ce qui est échographie, tout ce qui est fibroscopie. On a le matériel, mais il est cassé depuis plusieurs années. Il faudrait qu'il y ait cet équilibre entre acheter du neuf, mais aussi réparer le vieux matériel. Voilà. Alors, réparer le vieux matériel par rapport justement à ces spécificités de certaines localités, par rapport aux migrants. Vous avez cette question de l'auditeur, bien sûr, sans vouloir stigmatiser la population de ces localités. Est-ce qu'il faudrait, au niveau de postes frontaliers, vacciner notamment les enfants? Oui. Moi, je suis d'accord. Il faudrait qu'il y ait des pôles de santé et qui font le travail dans les deux sens. Pour les gens qui quittent le territoire, pour les gens qui rentrent le territoire. Beaucoup de pays exigent des vaccins pour rentrer. Quand il y a eu le Covid, on nous a exigé d'être vaccinés à l'entrée de certains pays. Et c'est pour ça que c'est une leçon. Il y a des pays d'Afrique où on ne peut pas rentrer sans le vaccin de la fièvre jaune. À l'Umrah, al-Hajj, on ne peut pas rentrer sans vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la méningite cérébro-spinale. Donc, il faudrait aussi exiger, selon le contexte sanitaire, qu'il y ait des vaccinations pour rentrer en Algérie. Je suis d'accord. Docteur Elias Sahamour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à et vous. bon retour. Au revoir.